Bienvenue, vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajariette et je vous emmène dans un voyage neuroatypique où vous ne serez jamais jugé d'être trop ou pas assez. Tous les mardis, des réflexions et définitions pour mettre de la conscience et de la compassion sur nos surprenants systèmes personnels et relationnels. Un véritable laboratoire qui aide à comprendre et accepter notre passionnante complexité pour enfin vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de parler des jeux de pouvoir. Et pourquoi, quand on est neuroatypique, c'est encore plus douloureux pour nous à vivre. Et puis quand même, on va aller chercher les super pouvoirs, ou en tout cas les ressources qu'on a, avec notre système différent, pour pouvoir, en tout cas, y mettre un terme, ou au moins le dénoncer. Je vous en parle aujourd'hui parce que il y a eu des élections politiques il n'y a pas longtemps, et à chaque fois dans ces périodes, ça fait ressortir ces états de manipulation, de jeux de pouvoir qui sont encore plus visibles, je trouve. Mais c'est une réalité qui est constante, en fait, que ce soit au niveau des pays, avec tous les conflits qu'on entend à la télé et dans les actus, ou en entreprise, mais c'est aussi vrai dans nos relations beaucoup plus personnelles, nos couples, nos amitiés, nos familles, et à l'intérieur de nous, quand on est capable d'aller le regarder. Alors, je fais une grande différence entre ces jeux politiques, justement, conflits armés, etc., et où il y a la manipulation, elle est consciente, elle est orchestrée, Et je voulais, en tout cas, vous rappeler de faire la différence avec votre réalité à vous au quotidien. Bon, sauf si vous travaillez dans la politique. En fait, même en entreprise, même dans votre couple ou vos relations plus intimes, souvent, les jeux de pouvoir, ils sont déclenchés de manière inconsciente. On est de l'ordre de la réaction. Alors bien entendu, il y a une part, on va le voir, qui est égoïste, où je veux les choses pour moi, je veux ma sécurité, moi avant les autres, ça c'est sûr. Le bras de fer, il existe. Mais il n'y a pas toujours la volonté d'abîmer, d'être méchant. Et ça, j'avais envie de le rappeler en préambule parce que je trouve qu'on est un peu dans une société où on a tendance à toujours vouloir être le gentil et à mettre tout le monde dans la case du méchant face à nous. Je trouve que c'est trop binaire, trop simpliste. En tout cas, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur pourquoi, justement, ça se déclenche. Pourquoi on entre dans un jeu de pouvoir. Vous le savez, j'adore les métaphores, en tout cas les images, et l'image que j'aime bien, c'est la différence entre le bras de fer, justement. Vous savez, ce jeu dans les parcs pour enfants, où il y a un petit tape-cul comme ça, il y en a un qui est en haut, un qui est en bas. Pour moi, ça, c'est la représentation du jeu de pouvoir. Il y a, on va le voir, un qui est en haut, un qui est en bas, un qui a gagné, un qui a perdu. Et j'aime le mettre en regard avec le jeu du tourniquet, dont je parlerai dans d'autres épisodes, qui est pour moi la représentation du consensus. Donc, comment on rentre dans cette réalité de bras de fer ou de petits jeux comme ça, de balancelle, de balançoire? La première, qu'en tout cas moi j'ai noté, c'est parce qu'on le peut. En fait, ça demande un minimum d'effort quand on va s'appuyer sur des inégalités systémiques. Et quand ces inégalités, ce système, il est flou, il n'est pas nommé, que ce soit, encore une fois, dans le cadre de la société ou dans un cadre professionnel, et ben c'est hyper facile pour les personnes qui sont dans des postures de pouvoir, de hiérarchie, de s'appuyer dessus sans le voir, et donc il y a un minimum d'effort. Donc je trouvais que c'était important de rappeler que c'était le premier élément. En fait, quand je peux le faire, souvent je vais le faire, quand j'ai pas fait tout ce travail de déconstruction, de mise en lumière, de compréhension, et que j'ai pas une véritable volonté de m'engager dans un processus de consensus. Le deuxième point pour moi, c'est parce que c'est la croyance, vous pouvez l'écrire en capital, c'est la croyance, c'est la vérité de notre société. L'homme est un loup pour l'homme, il y a toujours un gagnant, un perdant, c'est dans la nature, etc. En fait, on nous fait croire que la compétition, c'est le seul mode relationnel qui existe. Et d'ailleurs, c'est complètement renforcé par l'école, qui nous met en opposition avec tout le monde, faut pas copier, faut pas s'entraider, faut pas... Et puis après, entre nous... on se retrouve dans le monde professionnel et il faut qu'on travaille ensemble. Je vous laisse imaginer la cata. Ça mérite un épisode à part, donc j'y reviendrai. C'est bien sûr une croyance, c'est complètement faux, et il y a plein de grilles de lecture pour aller débunker cette vérité. Le troisième point, c'est parce qu'on veut quelque chose, donc
on va se baser sur de la manipulation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a jamais connu la coopération. Alors ça, je pense que c'est hyper important à comprendre de manière psychologique. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation, alors c'est encore plus facile à imaginer en amitié, en couple ou dans la famille, et que vous n'avez jamais reçu d'enthousiasme, un vrai oui, ou une vraie réflexion pour trouver une solution collaborative. Bon, moi, j'avais pas trop envie, mais peut-être qu'on peut essayer. Ou en tout cas, on va chercher. Vous allez partir du principe que la réponse sera non. Donc, ouais, c'est très lié à ce que je viens de vous dire avant. Et donc, vous allez jamais faire une demande directe. Vous allez tout de suite passer par de la manipulation, par des jeux de pouvoir. En gros, vous allez passer par derrière. Et souvent, dans ce cadre-là, c'est des personnes qui confondent. Alors, toujours conscience ou inconscience, je ne sais pas, ça sera à vous de le voir. Et dans cette catégorie, ça peut aussi être des gens qui confondent demande et exigence. Ce qui n'a rien à voir. Dans un cas, je te fais une demande, on dit oui, on dit non, on dit bof, on voit ce qu'on fait. Et dans l'exigence, il n'y a pas la possibilité de dire non. Donc vous le voyez, on est déjà dans un jeu de pouvoir. Et le dernier point, c'est que souvent on déclenche le jeu de pouvoir parce qu'on va défendre nos besoins. Que ce soit des valeurs, des croyances, nos ressources. En ce moment, c'est la grande excuse pour faire la guerre. On va vouloir se remettre très vite en sécurité. Donc, l'excuse, c'est je n'ai pas le temps pour faire de la collaboration, de faire de la co-création. Et c'est vrai, sur un certain plan, ça prend du temps de discuter, de trouver des idées, d'être créatif. Et c'est aussi vrai pour les personnes qui veulent toujours avoir raison. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, avant d'aller regarder les autres, de juger les autres, regardons-nous. À quel endroit, justement, moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà utilisé une forme de jeu de pouvoir et de manipulation parce que c'était hyper important pour moi. Je voulais me remettre en sécurité et à cet endroit-là, j'avais une rigidité. Je pouvais pas être plastique. Je pouvais pas être dans une forme d'ouverture. C'était pas possible. Et faire cet exercice d'introspection, il est hyper important parce que si je pense être le gentil immaculé qui n'a jamais recours à ce genre de stratégie, je vais facilement pouvoir à nouveau recréer une forme de conflit et de distance avec l'autre. Or non, on est absolument toutes et tous des êtres humains sur Terre, on baigne dans les mêmes croyances, donc il y a des endroits où on va utiliser des stratégies, en plus quand elles nous sont montrées, je vous l'ai dit, dans absolument tout, que ce soit l'actu, les films, il n'y aurait pas autant de super blockbusters qui ne parlent que de guerre, de super-héros et tout ça, si on n'y croyait pas encore, de manière collective. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi ça va se déclencher, on va creuser les outils et les stratégies, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place. Il y a les jeux de pouvoir qui sont physiques. Alors ceux-là, ils vont utiliser l'intimidation, vous savez, tous les gestes, les personnes vont se rapprocher, elles vont avoir un ton extrêmement fort. Et pourquoi c'est très difficile quand on est neuroatypique ? Parce que on n'a pas compris l'implicite. Donc certains gestes, certaines tonalités, on va pas les comprendre. Et l'intensité de certains rapprochements ou gestes ou hurlements vont avoir un impact. Il y a un risque de tomber dans un état de crise parce que ça peut être des déclencheurs par rapport à certains profils. Mais souvent, on va considérer que les jeux de pouvoir, ils sont plus psychologiques. En tout cas, on pense souvent plus à ça. Donc on est dans l'ordre de la menace, peut y avoir le chantage, la culpabilisation, vous voyez, qui ne l'a pas utilisé. Il y a les mensonges. Et là, ça va être difficile parce que là, c'est la partie sans se cacher. On va avoir du mal, encore une fois, à comprendre l'implicite. Et pour vous donner un exemple, souvent, une personne, quand elle va nous demander « mais pourquoi tu fais ça ?», ça peut être un moyen de nous faire culpabiliser, de nous reprocher de manière indirecte. Or, si vous m'écoutez, vous devez déjà rigoler. Vous, quand on vous demandez « mais pourquoi tu fais ça ?», en général, c'est parce que vraiment, vous voulez comprendre son process. C'est-à-dire que vous voulez plonger dans son système. Donc, vous voyez, on n'est déjà pas du tout sur le même plan. Et ça fait la majorité du temps, on va même pas les comprendre, ces menaces, mais on va percevoir quelque chose. Et c'est peut-être le jeu de pouvoir le plus subtil qui est le plus difficile. Tous les jeux de séduction, dévalorisation, gaslighting, vous savez, quand vous parlez d'une réalité ou d'un état d'être émotionnel ou physique, et que la personne vous dit « mais non ». Voilà. Je ferai un épisode là-dessus. Vu qu'il n'y a pas de compréhension des sous-entendus et qu'on est beaucoup trop premier degré, on va avoir quasiment une impossibilité à comprendre cette distorsion. C'est-à-dire que est-ce que vraiment la personne est sympa ou en fait elle fait ça pour justement se moquer de nous. Vous voyez, ça a déjà dû vous arriver, pour pouvoir conforter sa place en s'appuyant sur nous, un petit peu comme un bouc émissaire et comme le dindon de la farce. Cette expression de ma grand-mère que j'aime beaucoup.
Et le dernier point, il y a souvent aussi dans les jeux de pouvoir la non-responsabilité. C'est-à-dire, c'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres, etc. Et je renvoie, et donc j'annule, je refuse de prendre en compte la réalité systémique, c'est-à-dire la réalité de toutes les personnes, de tous les éléments qui sont en jeu. Ça rend dingue parce que c'est faux, c'est-à-dire que ça va venir toucher à notre rigidité de vérité, de clarté, d'information, et en même temps, ça va venir toucher à l'injustice. Et puis alors, plus. Et là, la difficulté qu'on va avoir, c'est que, ça y est, nous, on est pris dans notre réactivité émotionnelle, et à cet endroit-là, notre rigidité va nous coincer dans ce vortex relationnel, et vous pouvez aller écouter les différents épisodes sur le drama et le triangle de Cartman, notamment. Donc oui, rentrer dans un jeu de pouvoir, pour nous, c'est épuisant et c'est hyper fatigant, et en plus, on est ultra manipulable. Bon, ça, c'est la partie inconvénient. Promis, après, on ira voir les avantages de nos inconvénients, puisqu'on est dans un monde de contraste, et qu'à chaque réalité, il y a deux côtés. Commençons par le plus désagréable. Le premier point qui renforce ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que au-delà de ne pas comprendre les messages implicites, on a des réactions ultra fortes, notamment émotionnelles, presque physiques. En gros, on est nul en poker face. D'ailleurs, si vous connaissez un neuroatypique qui a réussi à complètement masteriser, ça m'intéresse. Mais j'ai remarqué que souvent, c'était très facile de nous manipuler, voire de nous remanipuler. Si, quand quelqu'un veut vous heurter, vous culpabiliser, vous réagissez très fort, c'est hyper simple, il connaît vos boutons, il sait que « Ah, t'as mal là, bon bah je réappuierai là la prochaine fois ». Et donc ça va faire de nous, c'est un peu la suite logique, la parfaite victime, la bonne victime ou le bon bouc émissaire. Et ça, c'est renforcé par notre peur de mal faire. On a souvent peur de déranger et donc on va souvent être en retrait et ou être dans un rôle de super sauveuse. Ça, à nouveau, il y a un épisode dessus. Donc, c'est des postures qui renforcent ces jeux, surtout quand on est en groupe. Et c'est peut-être le dernier point, c'est que c'est difficile pour certaines personnes de s'exprimer et d'être à l'aise dans des grands groupes. Alors là, je parle pas de que ça nous intéresse pas, et on pourra y revenir. Il y a pas mal de personnes qui ont prouvé le contraire en étant des stand-uppers et des personnes, des actrices, des acteurs, et qui prennent la parole, quand c'est scripté, justement. Mais dans les jeux de joutes verbales, c'est pas évident, surtout qu'on va être face à des personnes manipulatrices qui sont hyper douées pour fédérer. Souvent, les personnes entre guillemets dites narcissiques ou manipulatrices vont utiliser alors soit le charisme, soit beaucoup d'audace, soit beaucoup de répondants, et ou, s'ils sont dans des profils un peu plus covert, avec une sensibilité de « Oh mon Dieu, c'est horrible ce qui m'arrive », etc. Dans tous les cas, ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'on muscle, parce que la grande stratégie de la manipulation et des jeux de pouvoir, c'est diviser pour mieux régner. À nouveau, regardez les jeux politiques. Donc nos avantages, ce que moi j'aime appeler nos super pouvoirs, ça va être de combiner notre besoin de clarté, notre côté premier degré, je le mets avec un peu des guillemets parce que c'est souvent une insulte, mais moi j'ai décidé que c'était un super pouvoir, et notre capacité de perception, à reconnaître de manière assez fine et souvent très en avance ce qui se passe. On le reverra, il y a des doutes, mais si on combine tout ça et qu'on arrive à le nommer, donc je vous avais dit ça va demander à ce qu'on se muscle, il y a un endroit où on va pouvoir utiliser notre mode de fonctionnement habituel presque comme une manipulation de la naïveté. Je sais que vous le sentez très tôt quand il y a une injustice parce que ça vous touche hyper fort. Vous percevez quand c'est pas logique, presque c'est instinctif et ou intuitif. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours capable de l'analyser, de savoir ce qui bug, entre guillemets, mais il y a quelque chose qui va pas. Et ben c'est là où notre faculté de questionnement, bon, il va falloir prendre son courage à deux mains et il va falloir poser les questions devant tout le monde. Et vous le sentez déjà, ça va mettre tout le monde hyper mal à l'aise. Et c'est pour ça que je parle de manipulation, parce que là, vous pouvez vraiment le faire de manière consciente en disant « Oui, mais c'est le but. C'est le but d'utiliser notre besoin de clarté et ce premier degré. » Et ça va faire comme si on donnait un coup de pied. Vous voyez, comme si on secouait l'arbre et qu'il y a forcément des choses qui vont tomber. Ça va réveiller un peu tout le monde. Des personnes qui étaient peut-être coincées dans leur réactivité
limité ou qui avaient peur aussi et qui étaient dans des rôles de soumission, là d'un seul coup, on éveille, on réveille, on secoue, on bouscule. Et ça, c'est passionnant parce qu'on va pouvoir, en plus de questionner, demander des précisions, demander des définitions, comme moi j'adore le faire ici. Et ça, en fait, c'est remettre du cadre. C'est enlever le flou, c'est enlever ces invisibilités dans les inégalités. Et puis, on va pouvoir parler du vrai sujet. Les besoins, où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, avec qui on y va, comment on y va, etc. Donc, le cadre, se muscler, se répéter. Bien sûr que ça va être fatigant. Le gros avantage, c'est qu'on est enfin aligné et il y a un vrai espoir de pouvoir proposer quelque chose de nouveau et d'aller vers la coopération. Je suis très optimiste et j'ai envie de vous donner de l'espoir, mais je ne suis pas naïve, donc pas complètement en tout cas, et je sais qu'il y a des endroits où ça marchera pas. Mais au moins vous aurez essayé et au moins vous aurez réussi à transformer ce que vous considérez comme une faiblesse ou une difficulté relationnelle en pouvoir de vraiment changer des choses, ou en tout cas permettre qu'il y ait un changement. Et puis si on doit partir, notre pouvoir, il est justement dans la capacité de dire non, stop, ce cadre me convient pas. Et si le cadre, c'est flou, et que personne ne veut redéfinir les choses, on sait que de toute façon, on va être malheureuse. Et donc après avoir questionné, demandé, redéfini, on a le droit de partir. Encore une fois, c'est nos limites. Voilà un énorme sujet que j'ai essayé de condenser le plus possible. N'hésitez pas à commenter et à me partager les situations dans lesquelles ces jeux de pouvoir ont été les plus difficiles, douloureuses pour vous. Et puis surtout, si vous avez plein de nuances, plein d'autres exemples, n'hésitez pas. J'aime vous lire. Vous pouvez partager cet épisode avec toutes les personnes qui souffrent de ces stratégies de jeux de pouvoir, qui en ont ras-le-bol des bras de fer et qui rêvent comme moi, j'espère comme vous, de vivre dans un monde de plus de coopération et de collaboration. Et ça sera pour le prochain épisode. On se retrouve mardi prochain et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir!